Chers amis, bonsoir. Jacques Sapir nous fait l'amitié de revenir une nouvelle fois parmi nous. Je l'en remercie. Il nous présente son dernier livre, La fin de l'ordre occidental, point d'interrogation. Je vais le laisser présenter son thème et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Jacques, tu as la parole. Merci beaucoup Bertrand. Je suis très heureux de revenir ici et ce livre m'en donne une nouvelle occasion. Alors, fin de l'ordre occidental. Vous avez probablement tous un petit peu entendu parler de ce sommet des BRICS qui a eu lieu à Kazan du 22 au 24 octobre, il y a maintenant à peu près une vingtaine de jours, enfin une trentaine de jours. Et on a beaucoup parlé de la constitution des BRICS en tant à la fois qu'alternative aux formes de gouvernance décidées par les nations occidentales sur l'économie mondiale, mais aussi en forme d'alternative, que ce soit au Fonds monétaire international, au dollar en particulier. Bon. Ce qui semble aujourd'hui, non pas naturel, mais en tous les cas logique, et qui est l'objet de très nombreuses discussions, n'était pas inscrit dans la création des BRICS. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans ce livre, c'est que d'un côté les BRICS doivent beaucoup, je dirais, aux aléas de la politique internationale, et donc beaucoup au hasard en réalité, ou si ce n'est au hasard, à la manière dont se sont combinés des rapports de force à un moment donné pour les entraîner dans une certaine direction, mais aussi ils doivent beaucoup au fait que, en 20 ans à peu près, le pouvoir économique de certains des pays membres est monté, et qu'aujourd'hui, parmi les 4 principales puissances économiques du monde, alors bien sûr, si on calcule le produit intérieur brut dans ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, j'y reviendrai, eh bien 3 font partie des BRICS. Chine, Inde, Russie. La Russie étant passée devant le Japon et devant l'Allemagne. Évidemment, ceci implique un changement dans l'ordre politique, mais ce changement, et je le répète, n'était pas inscrit comme projet initial des BRICS. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer d'analyser comment ce projet, qui était plutôt un projet, je dirais, de collaboration avec l'ordre occidental dans la gouvernance globale de l'économie, a progressivement dérivé vers un projet de contestation radicale, puis d'alternative à cette gouvernance, et aussi me poser la question de savoir où se situe le point de bascule, et est-ce que ce point de bascule implique que nous allons nous retrouver dans un monde qui rappellerait celui des années 50 ou des années 60, c'est-à-dire avec 2 blocs plus ou moins bien constitués, plus ou moins formalisés, ou alors est-ce que le projet des BRICS est capable d'attirer à lui suffisamment de nouveaux pays pour attirer, en fin de compte, des pays du bloc occidental. Alors, plusieurs expressions qui sont possibles, on parlait donc de bloc occidental, comme je l'ai fait. J'aime bien aussi l'expression de l'Occident global, ce qui veut dire que ce n'est pas un Occident géographique. J'inclus dans l'Occident global le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ou on peut l'appeler comme les Russes, l'Occident collectif. Mais alors c'est très drôle, parce qu'il parle d'un Occident collectif, puis il parle d'un Sud global. Donc je préfère parler d'un Occident global et d'un Sud global, mais grosso modo, on est tous en train de tourner autour des mêmes descriptions. Alors, qu'est-ce que c'est que les BRICS au départ ?
au départ, avant même qu'ils existent en tant qu'organisation, c'est une idée d'un des principaux analystes financiers de Goldman Sachs. Très peu de gens le savent. Mais l'expression BRIC, à l'époque il n'y a pas l'Afrique du Sud, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, elle est créée par James O'Neill en 2001 dans un papier assez important, bon, qui sera d'ailleurs rendu public par Goldman Sachs. D'abord, bien sûr, il est vendu aux abonnés, classique. Et où James O'Neill, en fait, ce qu'il dit, il y a 4 pays qui doivent être considérés ensemble parce qu'ils ont le taux de croissance le plus élevé dans les marchés émergents. Les marchés émergents. Faire attention, parce que quand on parle de pays émergents, au départ, la notion d'émergence, elle porte sur les marchés financiers. Elle n'inclut pas l'économie du pays. Alors bien sûr, on va dire, mais si le marché financier se développe rapidement, c'est que l'économie... D'accord. Mais au départ, et c'est quand même très ça la logique de Goldman Sachs, hein, ça consiste à dire, ce sont des marchés financiers émergents. Bon. James O'Neill lui-même reconnaît très vite que, tout d'abord, c'est pas tellement la question financière qui va être importante, c'est la question économique, dont acte, et puis que cette appellation d'émergent n'est pas sans poser quelques problèmes. Est-ce que la Chine est un pays émergent ? On peut déjà considérer qu'au début des années 2000, elle avait en partie émergé. Sauf évidemment pour le marché financier, puisque le marché financier reste soumis à toute une série de régulations. On voit bien que ce marché financier n'est pas un marché financier à l'occidental. L'Inde, oui, là il est peut-être plus juste de parler de marché et même d'économie émergente, mais alors se pose la question du Brésil. Le Brésil n'est pas réellement dans la même catégorie que l'Inde. Parce que le Brésil, outre que c'est un pays plus petit que l'Inde, moins peuplé, un rapport grosso modo de 1 à 10 sur la population, sa logique de développement est assez particulière. Quand je travaillais à l'école des hautes études, j'avais un très vieux collègue, un économiste polonais, mais qui connaissait admirablement bien l'économie brésilienne, Ignacy Sachs. Et Ignacy avait toujours cette formule, il disait, oui, le Brésil, pays qui a un grand avenir et qui le restera. Autrement dit, il y avait un petit peu ça comme contradiction dans le Brésil, c'est-à-dire que tout le monde disait, ah mais le Brésil va devenir, et puis ça faisait 30 ans qu'on disait, il va devenir. Qu'est-ce qui se passe ? Bon. Et enfin, nous avons la Russie. Et la Russie n'est clairement pas un pays émergent au sens traditionnel du terme. C'est un pays qui était un pays dominant dans les années 60-70, qui a reculé avec la transition, et qui est en train de se reconstruire par rapport à la transition. Donc on voit que la notion d'émergence, elle est discutable, au minimum. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des raisons de mettre ces pays dans un bloc. Il y a une raison simple. Ces 4 pays sont des pays qui ont une contestation importante par rapport, non pas à l'ordre occidental, mais à l'ordre américain. Alors, pour la Chine, c'est une évidence, à laquelle vient s'ajouter cette volonté des autorités chinoises de mettre un terme définitif à ce qu'ils appellent le siècle de la honte, qui a commencé avec les guerres de l'opium. L'Inde, qui n'en parle pas tellement à l'extérieur. Quand vous lisez la presse indienne, remarquable, ils ont 8 à 10 journaux de très grande qualité qui ont tous un site en anglais, et un site alors soit en hindi, soit en ourdou, etc. Bon.
On voit très bien qu'elle n'a toujours pas digéré sa colonisation et sa domination par les Britanniques. Même si, par ailleurs, les élites indiennes et même les élites intellectuelles sont probablement plus britanniques que les Britanniques eux-mêmes. Je passe rapidement là-dessus. L'Inde étant l'un des rares pays à avoir complètement compris les règles du cricket, ce qui est à la fois une preuve de grand attachement à l'Empire britannique et une preuve indéniable d'intelligence dans ces pays. Le Brésil est un pays qui construit son histoire politique dans un couple fascination-détestation par rapport aux États-Unis. Fascination, oui. Le Brésil adopte, à partir du moment où l'empire brésilien finit, où le Brésil moderne apparaît, avec sa fameuse devise « ordre et progrès », on voit que le Brésil regarde vers les États-Unis, par exemple, pour son mode de constitution politique. C'est un pays fédéral, avec tout ce que cela implique. Mais aussi la détestation. Au Brésil, comme d'ailleurs une bonne partie de l'Amérique latine, vous avez une césure nette entre les gringos et les autres. Et les gringos, c'est essentiellement les Américains. Et puis nous avons la Russie, qui, elle, pour d'autres raisons, dans une autre histoire, est aussi dans ce couple fascination-répulsion vis-à-vis de l'Occident. Un petit peu des États-Unis, bien sûr, bon, un héritage du temps soviétique, mais pas seulement. Un pays qui, à certains moments, vous dit et se dit à lui-même: nous sommes un pays d'Europe occidentale, mais qui, dès qu'il a le moindre conflit avec les pays d'Europe occidentale, dit « Ah oui, mais je suis un pays asiatique ». Et qui n'arrête pas c'est d'ailleurs fascinant de voir dans la culture russe. Vous avez le Sacre du Printemps, fondatrice, que ce soit pour la danse ou pour la musique, du XXe siècle. Le sous-titre, c'est « Tableau de la Russie païenne ». Ce qui veut dire tableau de la Russie avant la christianisation, du moment où la Russie était asiatique. Et puis vous avez des poèmes les plus beaux, les plus difficiles en russe d'ailleurs, qui est publié en 1918, donc avec l'imprimature des bolcheviks. C'est les Sites de Bloch. Les Sites, c'est un long poème, mais qui dit une chose. Vous, Européens, vous n'avez pas voulu de nous. La preuve, l'Allemagne n'a pas fait la révolution que nous attendions. Donc nous nous tournerons vers l'Asie. Alors, c'est dit sous une forme poétique, quoique, bon, c'est dit de manière assez explicite. Bon, mais ça veut bien dire qu'il y a là aussi cette idée, ou disons cette ambivalence. Est-ce qu'on est du côté occidental, est-ce qu'on n'y est pas? Comment pourrons-nous gérer nos problèmes avec l'Occident? Aggravés par un problème de géographie tout bête. Vous savez, la Banque centrale de Russie. J'ai quelques problèmes politiques avec eux depuis de très longues années. La Banque centrale de Russie, c'est l'institution sur laquelle le soleil ne se couche jamais, comme l'ancien empire espagnol. Parce que quand la succursale de Saint-Pétersbourg ferme, celle de Petropavlovsk-Kamtchatki a déjà ouvert. Et donc ça veut dire que c'est une banque centrale qui fonctionne sur un cycle de 24 heures. Il n'y a pas, elle ne peut pas faire de pause. Donc voilà, il y a aussi ce problème-là qui implique de considérer la dimension asiatique de la Russie. Donc, ces 4 pays, bon, après ils vont faire venir l'Afrique du Sud, ce qui est symbolique,
mais qui n'est pas économiquement important, ces 4 pays décident de se réunir dans le cadre des Nations Unies. D'abord, la fondation des BRICS, c'est une réunion des 4 dirigeants lors d'un des sommets de l'ONU en 2005. Donc, ils s'inscrivent d'une certaine manière dans la logique des Nations Unies. Et pourquoi se réunissent-ils? D'abord parce qu'ils considèrent qu'ils ont des intérêts en commun et qu'ils peuvent, en s'associant, mieux peser pour être mieux reconnus, voire reconnus tout simplement, par les institutions économiques internationales qui sont en réalité l'héritage de Bretton Woods et de la guerre froide. Les institutions économiques internationales, c'est quoi? C'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, alors là, 2 institutions directement issues de Bretton Woods, et une institution indirectement issue, l'OMC, puisque l'OMC est l'héritière du GATT, et que le GATT a été créé pour pallier au refus par les États-Unis de ratifier le traité de la Havane, et donc l'Organisation mondiale du commerce, c'est comme ça que ça s'appelait, telle qu'elle avait été prévue lors de la conférence de la Havane. Donc, on a ces 3 institutions. Ces 3 institutions, alors après il y en a d'autres plus régionales qui se sont créées. L'OCDE par exemple, et au départ l'OCDE, c'était fondamentalement une organisation pour gérer le plan Marshall. Bon, ce n'est pas une organisation avec une vocation réellement internationale. Bon. Donc ces 3 organisations sont les 3 organisations qui, d'une certaine manière, organisent la gouvernance mondiale, la monnaie ou les questions financières pour le Fonds monétaire international, les questions de développement et d'investissement pour la Banque mondiale, les questions de commerce international pour l'OMC, enfin le GATT puis l'OMC. Or, ces institutions, d'ailleurs assez logique quand on voit comment elles ont été créées, ne font pas de place à la Chine, à l'Inde. L'Inde n'existe pas en tant que pays indépendant quand ces organisations sont créées. L'indépendance indienne, c'est 1948. La Chine, 44-48, c'est la Chine de Chiang Kai-shek. Mais c'est justement cette Chine qui sera rejetée au profit de la Chine populaire. Et la Russie, qui est une observatrice à Bretton Woods, il faut toujours le rappeler. Elle participe aux discussions, elle ne participe pas au communiqué final. Mais qui a demandé à être observatrice, se tâte pendant 18 mois pour savoir si elle va adhérer au FMI, à la Banque mondiale. Elle décide que non, finalement. Bon, ça, tout le monde sait, c'est la doctrine Zhdanov qui va l'emporter. Mais elle était présente, quand même. Et puis elle s'en retire. Et elle se construit dans un monde extérieur au monde qui est gouverné par ces organisations internationales. Organisations qui sont certes internationales, mais pas mondiales, jusqu'en 1990. Disons jusqu'à la fin des années 80. Il faut l'effondrement du système soviétique mondial, mais aussi la demande de la Chine de rentrer au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, puis plus tard à l'OMC, pour que l'ensemble de ces organisations deviennent réellement des organisations de gouvernance mondiale. Mais elles le deviennent sans réellement reconnaître le poids des pays qui y ont adhéré. Et donc ça, c'est un premier problème. Et on voit bien que ce problème, il est important dans la création des BRIC, puis des BRIC. Donc les BRIC, les BRICS, se constituent, en fait, comme un groupe de pression international, au départ.
Pas plus. Sauf que, alors, 2005, la première réunion des dirigeants, l'organisation est créée en 2006. 2007, on a les premières réunions. Très bien. D'ailleurs, l'Afrique du Sud dit « Et moi, est-ce que je ne peux pas adhérer ?» Bon, on commence déjà à discuter de l'adhésion de l'Afrique du Sud. Mais survient à ce moment-là la crise des subprimes, la crise de 2008-2010, qui est un choc. Et qui est un choc important, alors bien sûr pour l'économie mondiale, mais qui est un choc psychologique pour les dirigeants de ces pays. Pourquoi ? Fondamentalement parce que c'est une crise issue des États-Unis, pas d'une question centrale, hein, le marché hypothécaire. Bon, c'est un marché certes important, mais ce n'est pas le premier des marchés aux États-Unis. Et pourtant, les États-Unis vont laisser cette crise monter en puissance, s'envenimer, et s'avèreront absolument incapables de la contrôler. Mais à partir du moment où les États-Unis n'arrivent pas à contrôler cette crise, le Fonds monétaire non plus n'y arrive pas. Et cette crise entraîne un choc macroéconomique extrêmement violent qui va faire que la croissance du commerce international par rapport au PIB stoppe, voire même diminue. Autrement dit, c'est l'amorce d'une démondialisation. Alors, cette crise des subprimes, elle surprend très désagréablement les dirigeants des 4 pays. Les Russes, tout d'abord, ne croient pas à la crise. C'est pas possible. Le marché hypothécaire ne peut pas contaminer l'ensemble de l'économie. Enfin, écoutez, les Américains sont des gens sérieux, ils vont prendre des mesures. J'ai été dans une table ronde avec le ministre des Finances russe de l'époque, Alexei Koudrin. Vous pouvez retrouver notre débat, d'ailleurs, dans la revue russe Rossiya et Globalny Mir, la Russie et le monde global. En russe et en anglais, ça a été traduit. Et Koudrin, oui, mais écoutez, tous vous, investisseurs occidentaux, alors il dit ça dans un forum économique extrêmement important à Moscou. Oui, vous, messieurs les investisseurs occidentaux, venez en Russie. La Russie sera un havre de stabilité dans les perturbations, on ne parle pas de crise, les perturbations. Je casse un peu la baraque en disant, non, c'est pas des perturbations, c'est un vrai problème. Et si les États-Unis ne le contrôlent pas, la Russie ne sera pas un havre de stabilité. Excusez-moi, vous êtes très dépendant de la finance internationale. Si cette finance internationale est en crise, la crise viendra chez vous. Oui, non, de toutes les manières, les Américains vont gérer ça. Les Chinois pensent à peu de choses près la même chose. Alors, ils ne le disent pas comme les Russes. Eux, ils ne vont pas bomber le torse en disant non, venez chez nous, nous serons un havre de stabilité. Hein. Mais ce qu'ils pensent, grosso modo, et ce que pensent tous les pays émergents en réalité. Sauf qu'on le sait, voilà, nous avons la crise qui avait commencé en 2007 prend une dimension cataclysmique à partir de septembre 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, et on voit que les conséquences. Et tous ces pays émergents vont perdre de l'argent. Alors, ils vont perdre de l'argent parce que la demande occidentale se contracte. On le voit d'ailleurs macroéconomiquement. Pour l'ensemble des pays, il y a une espèce de baisse qui dure 18 mois. Bon, ça repart un petit peu après. Mais ils perdent aussi de l'argent en termes de réserves.
les réserves mondiales les plus importantes de devises sont en Chine. La Chine va brûler 40% de ses réserves pour stabiliser la situation. Pas quelque chose que les Chinois vont oublier. Hein. Et le premier reproche qu'ils font aux Américains, c'est vous avez fait n'importe quoi, messieurs. Il serait temps qu'il y ait quelqu'un d'un petit peu sérieux dans la salle. Les Russes disent la même chose. Les Indiens, beaucoup plus discrets, mais ils n'en pensent pas moins, parce qu'eux aussi, ils ont perdu de l'argent dans cette histoire-là. Et les Brésiliens, de toutes les manières, quand il s'agit de taper sur les Américains, on peut compter sur eux, donc ils disent oui, oui. Ce qui veut dire que cette crise provoque, une prise de conscience de l'incapacité des pays occidentaux à gérer la situation internationale. 2, l'incapacité des institutions créées par les Occidentaux de le faire. FMI, Banque mondiale, tout ça, ça a été absolument incapable de le faire. Et 3, prise de conscience du fait que ce système international, dont on pensait pouvoir profiter, il est en fait construit sur des bases extrêmement inégalitaires. Alors les Chinois disent, à partir de 2010, bon écoutez, messieurs, donnez-nous notre place, autrement dit, techniquement, faisons en sorte que le poids dans le Fonds monétaire international soit calculé sur la part dans le commerce mondial de chaque pays. La Chine est déjà à l'époque la principale puissance du commerce international. Et donc, si on fait ça, ben on arrivera à trouver un consensus pour empêcher le retour de ce genre de crise. Les Américains refusent. Alors, ils ne sont pas contre le fait que la Chine, qui ne pesait pas dans le Fonds monétaire international avant 2008, monte en puissance, mais ils entendent garder le contrôle du Fonds monétaire international, ou plus exactement, il suffit qu'ils trouvent un pays européen pour les soutenir, et ils ont une majorité de contrôle. Ça, les Chinois disent, non mais, attendez, vous vous moquez du monde ou quoi? On ne va pas, enfin, je dis, bon, on ne va pas accepter ça, d'abord parce que c'est une insulte à notre poids, mais surtout, on ne va pas l'accepter parce que vous êtes incapable de gérer correctement. En fait, la critique qui est portée à partir de 2010, que ce soit par la Chine, par la Russie, par l'Inde, elle est double. Elle consiste à dire, votre espèce de petit club de pays occidentaux, ça ne correspond plus aux réalités du temps, donc il faut changer. Et 2, par ailleurs, ce club est dysfonctionnel. Vous n'êtes pas capable d'empêcher les crises. Vous n'êtes pas capable de même, une fois qu'elles ont démarré, de les contrôler. Donc vous ne savez pas faire le boulot. Excusez-nous. Nous, on saura peut-être mieux que vous. Bon. C'est dit en des termes un petit peu plus polissés. Enfin, encore que, pas tant que ça. Il y a des papiers du gouvernement chinois qui commencent à circuler publiquement sur la manière dont le Fonds monétaire international a géré la crise et qui ne sont pas loin de traiter les États-Unis d'incompétents notoires. Bon. Sauf que les États-Unis sont très contents de la manière dont fonctionne le système et ils ne veulent pas en changer. Et ça, on va le voir avec un épisode qui dure 4 mois au début
fin 2011, début de 2012, c'est l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international. Alors, cette arrivée restera dans les annales pour deux choses. Un, il y a immédiatement un scandale sexuel avec cette responsable hongroise, mais deux, Dominique Strauss-Kahn fait un discours devant les directeurs du FMI où il dit, il reprend en fait la position chinoise. Il dit, à terme, il parle, on va le faire tout de suite, il dit, à terme, le poids de chaque pays doit correspondre à son poids dans le commerce international. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Bronca des États-Unis, qui ont les moyens de bloquer ça, et qui ne s'en privent pas. Alors, par ailleurs, et je ne pense pas que ce soit lié, je vous dis tout de suite, les gens qui pensent, moi j'y crois pas du tout, je connais un petit peu le personnage, je connais DSK pour avoir été son assistant pendant des années, et je sais très bien qu'il est capable d'aller dans le mur comme un grand tout seul, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Bien. Exit DSK, la France obtient la nomination à la place de DSK de Christine Lagarde, qui est une personne intelligente, mais qui n'a pas, d'abord, qui n'a pas les connaissances techniques de DSK. Christine Lagarde est une avocate. Bon, elle est mal à l'aise sur les questions de finances internationales. Quand il s'agit de démontrer que quelque chose, d'un point de vue financier, ne peut pas tenir parce qu'il y a des raisons théoriques en termes de théorie de la finance, Strauss-Kahn était parfaitement capable de le faire. Christine Lagarde ne peut pas le faire. Et puis, elle est une personnalité, je dirais, beaucoup plus consensuelle que DSK, qui avait, l'un dans l'autre, ses côtés disruptifs, et qui était capable, à un moment donné, de dire à des gens, non, ça ne se passera pas comme ça. Et je vais vous dire comment ça va se passer, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Et donc, l'idée de la réforme générale des organisations internationales est enterrée. Alors, on admet une réforme locale. Par exemple, les États-Unis acceptent que le yuan soit considéré comme l'une des monnaies du panier qui sert à la formation des droits de tirage spéciaux. SDR en anglais, DTS en français. Bon, mais on est très loin de ce que demandait la Chine. Alors ajoutons à ça un gros problème au niveau des agences de notation internationale, dont on voit qu'elles surnotent tous les titres qui ont été émis par des instances occidentales, que ce soit des instances gouvernementales ou des instances privées. Un gros scandale quand même à ce moment-là. Et les BRICS, enfin les pays qui composent les BRICS, on arrive à la conclusion qu'on ne pourra rien tirer du système occidental. Alors, ils n'y arrivent pas tout de suite, mais ils y arrivent dans une période qui va, grosso modo, de 2012 à 2017. Pourquoi ? Bon, il y a ce refus occidental de donner toute sa place à la Chine, à l'Inde, bon, ok. Il y a le fait aussi que les États-Unis rentrent dans un conflit avec la Chine et avec la Russie, au même moment. Là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête ? Parce que on sait que, et il suffit de bien connaître la littérature stratégique qui était produite aux États-Unis, la peur des États-Unis depuis la fin des années 90, c'est l'existence d'une alliance russo-chinoise. Or, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent en conflit avec les deux pays. Bon. Alors, ils rentrent en conflit
commercial avec la Chine. Et c'est quelque chose qui date de bien avant le premier mandat de Donald Trump. En fait, c'est Barack Obama qui commence à activer le conflit avec la Chine. Et avec la Russie, à partir de la guerre d'Ossétie, qui a impliqué la Géorgie aussi, bien sûr. Bon. À partir de là, vous avez un basculement de l'attitude américaine. Basculement qui est d'ailleurs perçu par les Russes de manière extrêmement agressive, parce qu'ils considèrent que les États-Unis sont en train de chercher à étendre l'OTAN à tout prix. Donc on a un conflit géopolitique avec la Russie, un conflit commercial, mais à dimension géopolitique avec la Chine. Grosso modo, les États-Unis auraient voulu que se constitue une alliance russo-chinoise, ils n'auraient pas mieux manœuvré. Et ça, si vous voulez, et là on voit qu'il y a une contradiction entre ce que font les États-Unis et ce que disent l'ensemble des analystes. Alors, après, il y a des analystes qui disent oui, il n'y aura jamais une alliance russo-chinoise parce que les deux pays se détestent. C'est à voir. Puis ils disent la Russie ne peut que considérer la Chine comme un ennemi. Ben non. Les faits démontrent que non. Et c'était d'ailleurs tout à fait prévisible. Donc on a ça. On a aussi une troisième chose. C'est que les États-Unis commencent à utiliser l'arme économique. Alors, ils l'avaient déjà utilisée contre différents pays, mais ils commencent à l'utiliser de manière systématique contre l'Iran, contre la Chine et surtout contre la Russie. C'est la politique des sanctions. Politique des sanctions qui est d'ailleurs illégale d'un point de vue du droit international. Je rappelle que la seule instance au niveau international qui a le droit de décréter des sanctions économiques, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, bien sûr que les États-Unis, ils ont pris des sanctions économiques contre un nombre important de pays depuis 1945, le problème n'est pas là. Mais ils font de cette politique-là, de cette politique des sanctions, l'un des instruments majeurs, décisifs de leur politique internationale. Problème parce que, non seulement ça ne peut qu'antagoniser les relations entre eux et la Russie, eux et la Chine, bon, ça c'est une évidence, mais surtout, pour les autres pays, cela induit une crainte évidente quant à l'action irresponsable des États-Unis et des puissances occidentales. Parce que beaucoup d'autres pays se disent « oui, il y a des sanctions contre l'Iran, contre la Russie, mais pourquoi pas un jour contre nous ?» Et donc, l'idée de se réunir contre l'Occident se développe rapidement dans les pays que l'on n'appelle pas encore, mais qui sont de fait les pays du Sud global. Et ça, c'est important dans le basculement des BRICS d'une stratégie, alors qui était, en termes journalistiques, une stratégie de pression vis-à-vis des institutions internationales, ce que l'on appelle, si on reprend la théorie d'Alfred Hirschman, vous savez, Alfred Hirschman, il a développé une théorie très intéressante des relations internationales, et d'ailleurs, qui est aussi applicable à l'intérieur des économies, où il dit les grands acteurs ont le choix entre trois types de stratégies. Ils peuvent
s'affirmer comme loyaux au centre du pouvoir et chercher à monnayer leur loyauté le plus possible. Ils peuvent chercher à protester pour que le centre du pouvoir entende leurs protestations et en tienne compte, ce qu'on appelle la voice, ou ils peuvent sortir du système et se décider à créer un système alternatif, ce qu'on appelle l'exit. Et très souvent, d'ailleurs, on voit que les pays combinent voice, la voix, et l'exit. C'est-à-dire qu'ils se servent de la menace de l'exit pour renforcer la voix. On peut considérer qu'entre 2012 et 2017, quelque chose a basculé. Avant 2012, nous avons clairement une stratégie de la part des BRICS qui est une stratégie pure de voice. Autrement dit, oui, on va protester, on va... Bon. Mais, en fait, ce que l'on veut, c'est être mieux accueilli dans les institutions internationales. On ne veut pas autre chose. Après 2017, on sera dans la construction progressive d'organisations alternatives, par exemple la nouvelle banque de développement. Et donc, entre les deux, on a le moment où ces pays des BRICS commencent à considérer l'usage de la menace d'une sortie pour maximiser le poids de leurs revendications, de la voice, mais constatant que même ça n'aboutit pas, bascule sur une stratégie d'exit et non plus de voice. C'est important. C'est important pour deux raisons. Première raison, c'est que ce basculement de stratégie, il implique un basculement des représentations chez les dirigeants qui est considérable. On sort de l'idée, bon, nous avons tous nos intérêts, mais nos intérêts vont s'exprimer dans le cadre d'un monde global, globalisé, à l'idée, nos intérêts font que nous allons sortir de ce monde globalisé pour construire quelque chose. En termes de représentation du monde, c'est quand même extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ça veut dire que les pays des BRICS ont acquis le pouvoir structurel, au sens où donne à ce terme Susan Strange, une grande spécialiste de l'économie politique internationale, autrement dit, la capacité à créer des institutions. Parce que d'autres pays avaient déjà tenté de créer des nouvelles institutions. Par exemple, le Japon avait proposé, lors de la crise de 97 plutôt, il avait proposé de créer le Fonds monétaire asiatique. Et ça avait été refusé par les Américains. Et les Japonais, s'en étaient tenus là, il n'y avait pas eu de suite. On voit très bien que le Japon peut avoir l'intention de créer quelque chose d'alternatif, mais il n'a pas le pouvoir structurel pour l'imposer contre une opposition décidée de la part des Américains. Et là, ces 5 pays arrivent à le faire. Ils arrivent justement à créer cette nouvelle banque de développement. Alors, on voit bien que le point de bascule se situe quelque part entre 2012 et 2017, et que cette bascule va aller en s'amplifiant dans la période qui suit, donc de 2018-2019, jusqu'à aujourd'hui. Deux faits extrêmement importants. Tout d'abord, la crise de la Covid. Alors, la crise de la Covid, on ne l'aborde en France et globalement en Europe que dans sa dimension sanitaire. Mais c'est, en réalité, une crise économique majeure.
au niveau des relations commerciales internationales, qui s'arrêtent, de fait, au niveau de la prise de conscience que le commerce international ne peut pas être une panacée aux problèmes internes des pays. Et là, autour de cette crise de la Covid, on voit émerger toute une série de nouvelles expressions. Par exemple, les expressions de reshoring ou de friendly shoring. Autrement dit, je ramène vers mes berges le commerce, ou je ramène une partie de ce commerce vers les berges de pays alliés ou amicaux. Ben, c'est plus la globalisation, ça. C'est une autre logique. Et on voit bien qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là. Donc ça, c'est un changement extrêmement important. Deuxième changement, l'alliance improbable entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors, en 2015, au moment donc d'une première confrontation avec les États-Unis et les pays occidentaux, l'Arabie Saoudite accepte de jouer la carte américaine, fait monter brutalement sa production, déstabilise le marché du pétrole, ramène les prix du pétrole de 75 à 80 dollars à 25 dollars. Bon, ça embête la Russie, ça va déséquilibrer le budget, bon, etc., pendant un temps, mais ça ne l'arrête pas, politiquement. Par contre, ça coûte un bras aux Saoudiens, le fait de faire ça. Et puis, vous avez pendant la crise de la Covid, le fait que, brutalement, la demande en énergie décroît très vite. Ah oui, c'est le confinement. Bon. Donc il n'y a plus de demande industrielle, il n'y a plus de transports internationaux. Hein. Bon, il y a peut-être des avions qui tournent en l'air pour faire des ronds, mais il n'y a pratiquement plus personne qui se déplace. Et donc, le prix du pétrole devient négatif pendant 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours des flots de pétrole qui arrivent, mais les capacités de stockage sont saturées. Et donc les producteurs disent on est prêt à vous payer si vous nous prenez notre pétrole. C'est ça ce que veut dire un prix négatif. Dure 3 jours. Mais ça implique une prise de conscience des dirigeants saoudiens et des Russes qu'ils ont intérêt à s'allier pour gérer le marché. Et qu'il faut maintenir le marché dans un léger équilibre entre la demande et l'offre. Donc il faut maintenir l'offre, ne pas faire monter trop vite l'offre, de manière à toujours maintenir un certain déséquilibre et à maintenir les prix à des niveaux qui soient acceptables, que ce soit pour les Saoudiens ou que ce soit pour les Russes. C'est ça, grosso modo. Et c'est quoi, ça? Ça, c'est ce qu'on appelle l'OPEP+. Quand on dit l'OPEP+, c'est l'OPEP plus la Russie. Du coup. C'est très important. Et quand, en 2022, Biden va manger son chapeau, hein, il dit non, MBS, je veux plus le voir depuis qu'il a fait découper en morceaux cet opposant. D'un coup, il se rend compte qu'il a besoin de MBS. Donc, il vient à Riyad, embrassons-nous Folleville, tout est oublié, mais vous allez refaire ce que vous avez fait en 2015. MBS lui dit non. Non. Nous avons un accord avec la Russie, nous respecterons l'accord. Et ça, c'est quand même une baffe stratégique que se prend Biden. Et il ne réagit pas. Il ne réagit pas parce qu'il ne peut pas réagir. Parce que derrière le discours de Mohammed Ben Salman,
ce que vous avez, c'est le développement, alors, de relations avec la Russie, bien sûr, mais de développement avec la Chine, de relations avec la Chine. Et il est probable que Biden aura menacé Ben Salman dans cette réunion, et il est très probable que Ben Salman leur a dit, écoutez, pour notre sécurité, nous avons d'autres choix que vous. Nous pouvons nous tourner vers d'autres pays. Et eux sont prêts à nous garantir notre sécurité. Et ça, c'est quelque chose, en Europe occidentale, on ne le voit pas. Alors, on le voit aux États-Unis, ça je vous garantis. S'il y a un pays qui a pris conscience de ce que ça a signifié, ce sont les États-Unis. Mais dans les pays de l'Union européenne, en France, en Allemagne, etc., personne ne l'a vu. Personne n'a voulu le voir. Or, c'est quelque chose d'absolument fondamental. D'ailleurs, l'année suivante, l'Arabie Saoudite et l'Iran vont se rabibocher à Pékin, vont faire ensemble la demande d'adhésion aux BRICS. Alors, l'adhésion de l'Iran a été acceptée. L'Arabie Saoudite n'a pour l'instant pas encore ratifié le traité d'adhésion. Mais il est clair qu'ils agitent ça sous le nez des Américains en leur disant si vous ne faites pas de concessions, on va signer. Bien. Et donc il y a eu une forme de retournement. Alors, notre pays du Golfe qui lui a signé, ce sont les Émirats Arabes Unis. Or, les Émirats Arabes Unis n'auraient pas pris une telle décision sans une couverture, sans un aval géopolitique de la part de l'Arabie Saoudite. Bien. Troisième fait, bon, évidemment, la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine qui provoque l'émergence de trois camps. Les gens qui soutiennent l'Ukraine, les gens qui soutiennent la Russie ne sont pas si importants que ça. Mais il y a surtout les gens qui disent Ukraine-Russie, c'est le problème au mieux des Russes et des Ukrainiens, au pire des Européens. Ce n'est pas notre problème. C'est le cas de l'Inde. L'Inde condamne l'intervention russe en Ukraine. Regardez les votes aux Nations Unies, elle condamne. Mais elle refuse d'appliquer la moindre sanction. Et elle a beaucoup profité du commerce russo-indien. Aujourd'hui, l'Inde est le premier client pétrolier de la Russie. Le deuxième, c'est la Chine. Mais l'Inde est devant la Chine. Il faut... Bien. Et donc, on voit que ce camp que l'on appelle, de manière, à mon avis, assez fausse, le camp des neutres. Non, ils ne sont pas neutres. Ils sont indifférents. Ce qui n'est pas la même chose. Ils considèrent que ce qui se passe sur le territoire de l'Ukraine ne les concerne pas. Ben, ce camp, de facto, il vient soutenir le camp des Russes. Et la Chine se classe d'abord, enfin, plus ou moins dans le cadre des neutres. Aujourd'hui, elle a basculé très clairement du côté des Russes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ça permet de relire, et c'est là-dessus que je terminerai, la question des BRICS. Les BRICS, aujourd'hui, fonctionnent comme une alliance anti-occidentale. Ce n'était nullement inscrit dans la création des BRICS. Admettons que les pays occidentaux, que les États-Unis, aient accepté de faire les concessions demandées par la Russie, la Chine et l'Inde en 2006, 2007, 2008, ça aurait très bien pu ne pas se passer. Mais aujourd'hui, les BRICS
sont devenus une alliance anti-occidentale, pardon, et ils attirent. Et c'est pour ça que les BRICS se présentent aujourd'hui, et non sans quelques raisons, ils se présentent comme les représentants du Sud global, et ils attirent les pays du Sud. On l'a vu lors du sommet de Johannesburg, on l'a vu lors du sommet de Kazan, le nombre de pays qui veulent avoir de bonnes relations avec les BRICS, voire qui veulent rentrer dans les BRICS. Les BRICS, eux, ont plutôt tendance à freiner le processus. Mais il est clair qu'il y a cette volonté d'entrer, en particulier la Malaisie, l'Indonésie, bon. Eh bien, ça constitue, dans les faits, les BRICS comme un bloc alternatif, à la fois en termes de propositions et en termes d'existence, au bloc occidental. Alors, en conclusion, est-ce que ça veut dire que nous sommes revenus au monde des années 50 et 60, l'existence de deux blocs, ou est-ce que ça veut dire que les BRICS sont aujourd'hui portés par une dynamique qui est telle que, à terme, leurs institutions, ou les institutions qu'ils créeront, deviendront progressivement les institutions globales et non plus les institutions occidentales. Il faut bien regarder dans le communiqué final des BRICS, communiqué qui est énorme, 162 points, pratiquement 35 pages. Je crois, c'est 32 pages en russe, 37 ou 38 en anglais. Il y a des références constantes aux Nations Unies. Et on voit bien que le choix des BRICS, c'est de jouer la carte des Nations Unies contre les pays occidentaux. Ça aussi, ça pose un problème. Autrement dit, ça veut dire que l'ambition des BRICS n'est pas simplement d'exister à côté des pays occidentaux, mais d'exister à leur place, de les supplanter. Et donc ça pose un vrai problème pour les relations entre ces deux blocs. Est-ce que nous allons être dans une relation plus ou moins de conflictualité, donc une nouvelle guerre froide, ou est-ce que nous serons dans une relation, je dirais, des formes de coopération? Bien sûr, il y aura des conflits d'intérêts, mais malgré tout des formes de coopération. Et à ce moment-là, les pays occidentaux pourraient peser sur la définition des nouvelles institutions internationales que les BRICS sont en train de mettre en place. Donc ça, c'est la question qui dominera pour les 15 ou les 20 prochaines années. Mais c'est une question absolument primordiale, avec le problème, c'est que les pays occidentaux continuent d'avoir une politique qui ne tient pas compte du poids réel des pays du Sud, ou des pays, des BRICS. Enfin, je vous rappelle que la Chine a dépassé en termes de PIB les États-Unis en 2017. Les deux courbes se sont croisées en 2017. L'Inde, bien sûr, elle est derrière la Chine. Mais elle est passée en 10-15 ans d'environ 3,5% du PIB mondial à plus de 7%. La Russie pèse à peu près entre 3,5 et 3,7%. Donc, il y a un poids, et d'ailleurs, le poids des BRICS à 5
est plus important que le poids du G7. Alors, et je conclurai là-dessus, ceci rend assez concernant la déclaration de notre président qui a dit « Le G7 est une réunion de pays démocratiques, ce que n'est pas le G20 ». Il l'a dit il y a 2 jours. Alors d'abord, il pas comme ça qu'il aurait dû dire, il aurait dû dire, s'il avait voulu être un petit peu cohérent, le G20 moins le G7 n'est peut-être pas démocratique. Bon. Mais qui sommes-nous pour donner ce genre de leçons? Et évidemment, ce type de discours ne peut que conforter les pays des BRICS dans l'idée qu'ils sont dans une logique de confrontation avec le monde occidental et non plus nécessairement de coopération. D'où d'ailleurs les déconvenues régulières que nous avons dans nos relations avec l'Inde. L'Inde est prête à faire du commerce avec nous, prête à faire du commerce avec tout le monde. Avec la France, pourquoi pas? Chaque fois qu'on demande à l'Inde, mais reprenez une partie de nos positions, pas. Une chose c'est le commerce, l'autre chose c'est la politique. Nous avons aussi des intérêts politiques qui ne sont pas les vôtres. Donc, non. Vous voulez plus faire de commerce avec nous? C'est votre problème, c'est pas le nôtre. Et comme nous avons besoin du commerce avec l'Inde, bien sûr, il y a les rafales, mais il y a plus important. C'est qu'aujourd'hui, 80% des molécules des médicaments sont produites en Inde et en Chine. Donc on ne peut pas ne pas commercer avec l'Inde. Donc, de fait, les Indiens, comme on dit en droit, plaident saisie. Et comme ils plaident saisie, ils n'ont aucune raison de vouloir changer. Et donc, la question réelle se pose de savoir qu'est-ce que seront les relations entre l'Occident global et les BRICS. Je vous remercie. Merci Jacques. Le débat est ouvert. Vous avez la parole. Pierre-Henri, oui. Je commencerai par une petite question d'actualité. J'aurais voulu avoir votre analyse sur quelque chose qui est beaucoup commenté en ce moment. C'est la présence supposée sur le terrain militaire de Nord-Corée. Alors c'est pas ça qui m'intéresse évidemment. Ce sont les relations plutôt entre la Russie et la Corée du Nord. On entend qu'elle froisserait la Chine. Et puis surtout, ce qui m'intéresse plus en tout cas, c'est quel est votre point de vue sur ce qu'attend la Russie d'une coopération avec la Corée du Nord? Alors, la Chine, pendant très longtemps, a voulu être le seul partenaire politique et économique de la Corée. Bien. Pour avoir une forme de levier pour peser sur la Corée du Nord. Évidemment, la Corée du Nord cherche d'autres partenaires pour ne pas rester dans un face-à-face avec la Chine. Les Russes ont besoin des Coréens du Nord, de manière transitoire. Aujourd'hui, on pense que l'industrie russe produit 4,5 millions d'obus par an, mais c'est pas, elle est partie de 700 000. Hein. Donc elle a fait une forte montée en puissance. Et à un moment donné, ils ont eu besoin de munitions nord-coréennes. Est-ce que ça froisse réellement la Chine? C'est au pire un irritant pour elle. C'est pas un problème stratégique parce qu'elle sait très bien que la Russie a besoin d'elle, ça c'est clair, et que par ailleurs, les BRICS sont un instrument essentiel pour la Chine d'avancer ses cartes diplomatiques. Donc il y a eu l'accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais vous avez eu à Kazan l'accord
entre la Chine et l'Inde pour le règlement du contentieux sur les frontières. Donc, bon, ça fait partie de la politique. Voilà. Merci. Je vous en prie. Quelle devrait être la politique de la France dans ce contexte? Est-ce qu'elle doit s'intégrer de plus en plus dans l'Occident global, ou au contraire avoir une politique qu'on disait à l'époque non alignée et réfléchir à une organisation du monde multilatérale et conforme, disons, à la Charte des Nations Unies? Fondamentalement, on voit bien que les intérêts de la France ne sont pas d'être complètement prisonnière de l'Occident global. Par ailleurs, ces intérêts à long terme, là je parle des intérêts à relativement court terme, les intérêts à long terme sont en fait de chercher à jouer le rôle de point de passage entre les BRICS et l'Occident. Le problème, c'est que tant que nous aurons le président que nous avons, ça ne pourra pas se passer. Et ça ne pourra pas se passer, non pas parce qu'il n'en a pas eu l'idée, il a eu l'idée de ça. Mais il l'a fait n'importe comment. Hein? Il a une conception adolescente de la diplomatie. Si vous voulez, l'idée qu'il avait en 2023, qu'il a exprimée publiquement, de participer comme observateur à une réunion des BRICS, c'est une excellente idée. Mais vous n'annoncez pas votre demande quelques mois avant. Ça, grosso modo, c'est quelqu'un qui veut taper l'incruste dans une réunion où il y a un beau buffet. Vous prenez avant des contacts, autrement dit, vous envoyez des diplomates professionnels voir les dirigeants russes, les dirigeants chinois, les dirigeants brésiliens, les dirigeants indiens, et leur poser la question. Est-ce que vous êtes contre? Quels seraient vos arguments contre? Quels seraient vos arguments pour? Bref, vous tâtez le terrain, un petit peu. Et ce n'est que si vous avez obtenu des réponses positives des 5 pays que vous pouvez à ce moment-là dire oui, la France souhaite... Parce que quand vous dites ça, la réponse logique serait que le pays qui a la présidence des BRICS, c'était l'Afrique du Sud, dise une semaine après, oui, nous sommes prêts à inviter, ou peut-être nous sommes prêts sous certaines conditions, ça c'est la diplomatie, à inviter comme observateur la France. Mais sans préparation, qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 pays des BRICS ont dit non. L'Afrique du Sud, mais pas que, l'Inde, la Chine et la Russie. C'est quand même assez désastreux, si vous voulez. Donc voilà. Oui, je posais la question dans l'absolu, indépendamment de la personnalité de M. Macron. Non mais, je vous dis, qui est là, évidemment. Tant que nous aurons ce président, au moins jusqu'en 2027, bien, le dossier est mort. Parce qu'il y a un problème de crédibilité, maintenant. Donc, si vous voulez, il faudrait, en admettant que l'on veuille être observateur au sommet de 2026. Bon, déjà, le sommet de l'an prochain, de 2025, qui se tiendra au Brésil, c'est mort. Il n'y a plus le temps de prendre des contacts. Donc on ne peut jouer ça que pour 2026. Il faudrait déjà reprendre des contacts. Or, pour l'instant, la crédibilité de la France est trop entamée dans au moins 3 des pays,
Chine, Russie, Inde, pour qu'on puisse réellement faire avancer le dossier. Donc je pense que c'est une question qui est morte au moins jusqu'en 2027. Je t'en prie. Non, tu avais levé la main, je crois. Ah oui, moi c'est par rapport enfin les BRICS aujourd'hui sont en train de faire une alliance et il y a un groupe de pays qui a essayé de faire une sorte d'alliance économique il y a quelques années, c'est l'UE. Et est-ce que les BRICS, ils ont étudié tous les échecs de l'Union européenne pour ne pas les refaire, je pense, au plan monétaire, commercial, ou pas du tout en fait? Bah, on voit bien quand on lit les différents communiqués officiels qui ont été publiés par les BRICS, il y a une forme de leçon qui est tirée de l'UE. La première leçon, c'est de dire le ciment des BRICS, ce ne sont pas des valeurs communes, ce sont des intérêts communs. Donc, on ne parle pas de valeurs. Après, on le voit en termes d'abandon enfin, pas d'abandon, en fait, de dire, nous ne voulons pas constituer une organisation supranationale. Pour les BRICS sont une alliance, ça n'a pas vocation à devenir quelque chose de supranational. Bien. Au niveau financier, même chose. Si vous voulez, ils sont plutôt en train de dire nous voulons développer le rôle de nos propres monnaies comme instrument de paiement au niveau international. Donc le yuan, le rouble, la roupie, le réal brésilien, la monnaie d'Afrique du Sud. Mais ils ne parlent pas de créer une monnaie. Un instrument de compte, oui. Ils en parlent beaucoup. Ils sont en train de le faire. Mais ce n'est pas une monnaie, il faut faire attention. Donc voilà. Oui, je pense qu'implicitement, ils ont tiré des leçons. Raoul? On voit que les pays d'Afrique ont l'air très intéressés par ce qui se passe. Ils ont été reçus plusieurs fois à Leningrad. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, la question, c'est que les pays d'Afrique sont l'objet de 3 offensives de charme. Il y a une offensive de charme chinoise, bon, ça existe déjà depuis un peu plus de 10 ans, enfin même un peu plus, ça fait 15 ans que les Chinois sont très présents. Vous avez une offensive de charme russe, évidente, et qui passe par les fameux sommets entre Russie et Afrique, qui maintenant sont réguliers, ça fait 3 ans qu'ils se répètent. Bon. Chose qui est moins connue, vous avez une offensive de charme indienne vis-à-vis de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Est, Tanzanie, Kenya, même Afrique du Sud. Hein. Vous avez une présence commerciale et financière en termes d'investissement direct des entreprises indiennes, qui est ancienne d'ailleurs, et qui fait partie de cette volonté de l'Inde de construire l'océan Indien un petit peu comme la mer réservée de l'Inde. Et donc de ce point de vue-là, par moment, il y a des pays d'Afrique qui sont un petit peu gênés parce qu'ils se disent je réponds aux Russes, je réponds aux Chinois, voire je réponds aux Indiens s'ils se trouvent. Bon. Et qui préfèrent répondre aux BRICS. Voilà, comme dans les BRICS, on aura tout le monde, donc on pourra négocier avec tout le monde sans se lier trop les mains avec un pays. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a 2 pays qui ont demandé une adhésion, même s'ils disent eux-mêmes que l'adhésion prendra du temps, hein, ils ne le mettent pas dans l'immédiat. C'est le Nigeria, gros pays en Afrique, et l'Ouganda. On voit bien, l'Ouganda, c'est, si vous prenez une ligne qui va de l'Égypte, pays qui a adhéré aux BRICS, l'Éthiopie, pays qui a adhéré aux BRICS,
l'Afrique du Sud, qu'est-ce que vous avez entre? Vous avez l'Ouganda, vous avez le Kenya, vous avez la Tanzanie. Sauf que la Tanzanie est déjà très liée à la Chine. Le Kenya est en train d'être lié de plus en plus à l'Inde. Et donc l'Ouganda, qui se posait des questions pour ses relations avec les deux autres pays, il a choisi de fait de faire une demande d'adhésion au BRICS. Donc on voit bien qu'il est en train de se constituer une verticale qui va là se constituer pour les BRICS, et puis peut-être des relations plus horizontales avec le Nigeria et à terme, pourquoi pas, le Niger, le Mali, etc. Et ça prendra plus de temps. Françoise. Oui, question sur le rôle de la Turquie dans ce nouvel équilibre. La Turquie joue ouvertement la carte de l'opportunisme politique. Ah oui. Ils disent, nous voulons participer au BRICS, vous serez partenaires. Bon. Mais ils ont fait une demande très claire. Pourquoi? Parce que le commerce de la Turquie se développe de plus en plus avec la Russie, avec la Chine, et pourquoi pas à terme avec l'Inde. Donc, c'est une logique très claire. Comme par ailleurs, la Turquie n'est pas exactement en bon terme avec les États-Unis, ils se disent, nous avons besoin de montrer aux États-Unis qu'il existe un contrepoids à leur influence. Mais, tout le monde le sait d'ailleurs, et tout le monde en joue, que en fait, les Turcs n'ont pas d'autre politique qu'une politique turque, ce qui est assez logique. Bon. Si ça peut arranger à un moment donné la Chine, l'Inde et la Russie, ils joueront avec ça. Mais ils sont membres de l'OTAN. C'est le problème de l'OTAN, c'est pas le problème des BRICS. Mais, la position des BRICS, c'est très simple. Ça consiste à dire, nous on est prêts à travailler avec la Turquie. À vous autant ça nous pose un problème. Réglez-le avec la Turquie, mais pas avec nous. Oui, je vous en prie. Où en est la dédollarisation du monde? Vous l'avez esquissé, mais est-ce que ça se poursuit? Écoutez, Inexorable. la dédollarisation, elle se produira, mais elle se produira dans le temps. Toute idée comme quoi on pourrait aboutir à un monde dédollarisé dans les 18 mois, dans les 2 ans, relève du fantasme. Par contre, effectivement, si un nombre grandissant de pays décide de se passer du dollar pour utiliser des monnaies nationales, pour utiliser une unité de compte qui serait indépendante, qui serait l'unité de compte créée par les BRICS, etc., oui, on verra que la part du dollar dans le commerce international, dans les relations monétaires internationales, va baisser d'environ 20 points. Bon, le dollar est actuellement autour de 58%. Si on regarde les réserves mondiales des banques centrales, il pourrait tomber entre 33-38% d'ici les 6-7 ans qui viennent. Oui, ça sera une forme de dédollarisation. Parce que la part dans le PIB mondial, je l'entends, augmente. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette équivalence parité d'achat, etc. pour continue? Alors, vous savez, quand vous comparez les PIB, vous avez 2 méthodes. Vous les comparez au taux de change. Bien. Alors,
pas au taux de change nominaux, hein, vous défalquez du taux d'inflation dans les deux pays, bon, vous calculez ce qu'on appelle un taux de change réel, ok. Mais l'hypothèse implicite de faire ce calcul, c'est de dire le taux de change réel est un taux de change d'équilibre entre les deux pays. Or, en réalité, le taux de change réel ne fait que refléter les politiques monétaires et les contraintes qu'un pays peut mettre sur sa monnaie à un moment donné. Donc, l'économiste qui avait créé le PIB, le concept de PIB, Simon Kuznets, lui-même a dit c'est pas comme ça qu'il faut faire le calcul. Il faut calculer les prix relatifs de paires de produits entre deux pays. De se dire par exemple, si je veux comparer la Russie et les États-Unis, l'Union soviétique et les États-Unis, c'est ça la question de l'époque. Il dit, c'est quoi le prix relatif du blé et d'une voiture et d'un avion. Et une fois que vous avez une série de prix relatifs, vous pouvez recalculer un taux de change fictif au sens où ce n'est pas le taux de change que vous rencontrerez sur un marché, vous ne pouvez pas, mais qui représentera bien mieux le rapport de force entre les deux pays. C'est ça la logique des parités de pouvoir d'achat. On regarde quel est le pouvoir d'achat et on ramène ça à l'idée d'une parité entre les deux pays. Donc on a créé le Fonds monétaire international qui maintenant a repris ses calculs, mais je vous dis, la notion de parité de pouvoir d'achat, elle existe dans la science économique depuis 1952. Il y a le nombre de papiers qui traitent de ça est tout à fait gigantesque. Et donc le Fonds monétaire international a créé ce qu'ils appellent le dollar international. Mais le dollar international n'a que très peu de rapport avec le dollar des États-Unis. On n'est pas sur le même taux de change, on n'est pas sur la même logique, etc. Et ils calculent ça en dollars international. Alors les calculs étaient faits en dollars international au prix de 2017 et lors de la dernière mise à jour de la base de données qu'on appelle le World Economic Outlook, qui est remis à jour 2 fois par an, en avril et en octobre, ils ont changé les prix. Et donc ils ont mis à jour ce qu'on fait régulièrement, ce que l'INSEE fait aussi. Vous savez qu'ils disent prix chaîné, le PIB est exprimé en prix de 2019 ou en prix, pour certains produits, en prix de 2014. Puis à un moment donné, ils vous disent, voilà, on vient de refaire les calculs et on va vous donner ça en prix de 2023. Bon. Et là, ils ont refait les calculs, et c'est pour ça que aujourd'hui, ils donnent des chiffres qui sont un petit peu différents aux chiffres qu'ils donnaient ces 2-3 dernières années, mais ça correspond simplement à une remise à jour des calculs, parce que quand vous calculez justement ces prix relatifs, il y a des problèmes de qualité qui se posent. Si vous faites un prix relatif entre le charbon et le blé, ça va. La fonte et le blé, ça va. Mais le blé et une automobile, c'est quoi la qualité de l'automobile ? Il y a un vrai problème. Donc, vous savez, toute une série de calculs. Bon. C'est d'ailleurs l'un des défauts de la méthode de la parité de pouvoir d'achat. Elle a 2 défauts essentiellement. La première, c'est qu'elle suppose que les goûts des habitants de chaque pays sont égaux. Oui, les goûts de consommation sont pas les mêmes. Alors, j'en ai parlé avec les statisticiens du FMI. Ils disent oui, on sait que ce n'est pas le cas, mais
comment faire pour en tenir compte? C'est vrai. Et le deuxième problème, c'est ça, c'est que le calcul de la PPA prend des mois. C'est très long. C'est très long parce qu'il faut calculer toute une série de choses. Alors que le calcul au taux de change, vous avez un ordinateur, vous avez un fichier Excel, vous rentrez dans votre fichier Excel les taux de change nominaux, vous rentrez, par exemple, vous faites un calcul en dollars américains, donc vous rentrez le taux de change nominal du dollar contre le rouble, vous rentrez le taux d'inflation interne aux États-Unis, le taux d'inflation interne en Russie. Vous avez une formule très simple de calcul de la moyenne. Donc, vous déterminez, alors vous prenez une année de référence et vous dites, je vais déterminer ça en taux de change réel sur base 2017, 2015, et vous faites le calcul. Ça vous prend un quart d'heure. Sauf que vous savez que c'est pas juste. Vous avez aujourd'hui le choix entre utiliser des méthodes très simples, très rapides, enfin, je veux dire, avec des tableurs Excel, ça se fait pas instantanément, mais ça se fait extrêmement vite. Bon, mais vous savez que c'est pas bon, que le calcul du PIB de cette manière-là, ça ne vaut que si vous calculez le PIB de la Russie ou celui des États-Unis, mais pas si vous cherchez à comparer les deux. Ou alors vous utilisez, vous tentez de faire un calcul en PPA. Et là, comme on parle de 50 à 120 couples de produits dans chaque économie, qu'en fait vous ne comparez pas sur deux économies, mais vous comparez probablement sur 50 ou 60 économies d'un coup. Du travail statistique. C'est du gros boulot statistique. Ultime question, parce qu'il faut que Jacques ménage un peu sa voix. Je vous en prie. Oui, je vous en prie. Il arrive que la validité des données qui viennent des pays non démocratiques, comme dirait Macron, n'est pas sûre. Est-ce qu'il y a des moyens de vérifier que ces données sont... Écoutez, en fait, truquer les données, ça implique un boulot de dingue. Non, mais bon. Pourquoi? Parce que les données du PIB, par exemple, prenons le cas de la Russie, les données du PIB que publie Eurostat ne sont pas destinées aux Occidentaux, sont destinées d'abord et avant tout aux acteurs russes. Il y a plein d'entreprises russes qui ont besoin, pour faire leurs calculs d'évolution des marchés, etc., d'avoir ces données. Bon. Donc, si vous dites les données sont truquées, ça veut dire que vous supposez implicitement qu'il existe une deuxième comptabilité qui n'est pas truquée. Bon. Cette deuxième comptabilité, elle est connue par qui? Alors, du temps soviétique, c'était simple. Vous pouviez dire, ok, elle n'est révélée qu'aux membres du bureau politique. Et grosso modo, 22 personnes. Ça peut tenir. Là, actuellement, en Russie, il faudrait qu'elle soit connue par 10 à 15 000 personnes. Et vous pensez qu'on n'aurait pas des fuites? Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a qu'un système de données, c'est celui de Rostat. Alors après, que le système de Rostat puisse avoir des imperfections, comme la l'INSEE d'ailleurs, le nombre de fois où l'INSEE, vous tombez sur un petit rectificatif, on va remonter ou rabaisser le chiffre qu'on a donné pour le PIB du deuxième trimestre ou du troisième trimestre de tant %. Ah ouais, mais c'est normal. Parce que, en fait, les chiffres que donne l'INSEE ne sont des chiffres définitifs qu'après 2 ans et demi.
Or, on a besoin de chiffres avant ça. D'ailleurs, l'INSEE, elle va vous sortir les chiffres du 3e trimestre, donc juillet, août, septembre. Elle va vous les sortir, ou peut-être même qu'elle les a déjà sortis, mais ça doit tomber normalement entre la mi-novembre et la fin novembre. Et à ce moment-là, le chiffre du PIB du 3e trimestre ne sera qu'une estimation. Et il faudra attendre bien 2 ans pour qu'on ait le chiffre définitif. Oui. Donc, aucun système statistique n'est parfait. Mais, je maintiens aujourd'hui que dans le monde actuel, si on met de côté la Corée du Nord, et peut-être des pays complètement désorganisés comme la Syrie, l'Irak, etc., globalement, les systèmes statistiques sont fiables. Ils sont fiables modulo les problèmes des systèmes statistiques, mais ils sont fiables. Chers amis, merci Jacques. Merci.